Bonjour Sharon, Bonjour Stéphanie. merci d'être avec moi en ce début d'après-midi à distance pour échanger autour de la préparation des enfants au monde de demain avec ton initiative Startup for Kids. Pour te présenter rapidement, tu as débuté ta carrière professionnelle dans le marketing et les partenariats à l'international en entreprise. Puis, tu as décidé de changer de voie pour devenir entrepreneur dans l'éducation avec une première entreprise qui s'appelait Scientibox, puis avec aujourd'hui maintenant Startup for Kids. J'aime souvent demander à mes invités ce qu'ils ont gardé comme souvenir de l'école et j'aimerais bien savoir ce qu'est le tien. Alors moi, c'est pas un souvenir, c'est plutôt ce sentiment où il y a des périodes. Le primaire, j'étais très 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 heureuse, et puis après, ça devient plus compliqué. Et c'est marrant parce que j'ai surtout remarqué des choses que j'avais pas remarquées spontanément, auxquelles j'ai pas pensé. Et comme tu le sais peut-être, j'interviens souvent pour parler des femmes dans le numérique. Et je m'étais jamais posé la question, mais maintenant je m'en souviens assez clairement. J'avais un prof de physique au collège qui me détestait, et en fait je savais pas pourquoi j'étais première de la classe, ex aequo avec un garçon. Et moi, quand j'avais mes 19 sur 20, il me balançait la copie à la figure quasiment. Et, euh, et je peux pas mettre ma main à couper, mais je pense que le côté misogyne et la physique, c'est pas trop pour les filles, faisait partie du problème. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui, j'avoue, m'a pas mal marqué et surtout pas mal dégoûté des sciences, de cet apprentissage. Alors que, évidemment, jusqu'à la fin du collège, j'étais plutôt très très forte dans la matière. Et voilà, j'avais pas fait le lien en fait, je l'ai fait récemment en parlant. Et ça, c'était en troisième, donc je pense que c'est ce qui a fait que le lycée, c'était pas aussi heureux pour moi que les périodes d'avant. Et ça a influencé, j'imagine, ton choix d'orientation scolaire? Indirectement, parce que là où naturellement j'aurais fait ce qui s'appelait S à l'époque, C même, hein, oh là là, ça date, hein. C'était le bac C. C'est vrai que du coup mon niveau a baissé de façon conséquente, et finalement ça change un peu le cours des choses pour toi, que tu le veuilles ou non, parce que tu réfléchis pas vraiment comme ça quand t'es jeune. Mm. En tout cas moi, parce que j'étais assez rebelle aussi par rapport à l'école, et voilà, je me suis peut-être un peu laissé porter aussi par la suite de ben, tu vas où, tu suis ton orientation sans vraiment choisir en fait, hein, c'était plus Mm. et je pense qu'on était aussi moins bien accompagnés à l'école, et moi j'ai grandi dans une ville de province, et je pense que ça joue aussi par rapport aux perspectives que tu peux avoir, et tu connais pas tellement la diversité des métiers, la diversité des options qui s'offrent à toi. Donc voilà, je me suis un peu laissée porter par, je dirais, porter par le courant. Ouais. Même si finalement, je suis vite revenue à mes premières amours avec Bah oui, Scientibox. Je me dis c'est marrant parce que voilà, en fait, j'y retourne. bah ouais, comme quoi. Chasse le naturel et il revient au galop. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et pourquoi tu dis que tu étais rebelle à l'école? Je saurais pas dire exactement. Tu sais, c'est des souvenirs. J'ai 50 ans, donc les souvenirs sont peut-être un peu vagues. C'est toujours des sensations plus que des faits. Mais je faisais toujours partie des groupes. L'ambivalence, j'étais à la fois dans les groupes un peu turbulents, un peu rebelles, et puis j'étais aussi avec la tête de classe, puisque j'étais dans la tête de classe. Donc j'oscillais d'un groupe à l'autre sans peut-être savoir trop comment me positionner. Et puis voilà, l'autorité finalement, c'est un fil conducteur. J'ai peut-être Mm. toujours eu du mal avec le concept, même quand j'étais en entreprise. Ouais. Les deux managers que j'ai eus m'ont dit, alors qu'on avait des très bonnes relations, que j'étais ingérable. Même en étant resté des années, puisque je suis resté plutôt longtemps dans mes entreprises. Mm. Donc voilà, et ça a Ouais. toujours été aussi, j'ai toujours été un peu difficile à gérer. Pourquoi tu as décidé de te reconvertir professionnellement dans le monde de l'éducation?
Alors, je sais pas si je peux. Encore une fois, je me laisse un peu porter par le vent. Je sais pas si je peux dire que j'ai décidé, hein, puisque en fait, quand j'ai monté Scientibox, je sortais d'un projet d'une entreprise et j'avais pas envie de reprendre un projet de salariat tout de suite. Moi, quand je travaille dans une entreprise, en fait, c'est mon projet, donc ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais je suis autant investi que que mon patron dans le projet. Et donc, je voulais faire une espèce de passage sur un projet perso. Hein. Et quand j'ai réfléchi à quoi faire, hein, j'étais dans cette période où je faisais du conseil en marketing digital, puisque c'était une de mes expertises. Hein. Et je réfléchissais en parallèle à un projet que je pouvais monter. Et à cette époque, un de mes enfants s'intéressait beaucoup à la science, hein, était très jeune et j'avais pas du tout envie de l'inscrire dans un atelier spécifique. Hein. Donc pas spécialement du code, pas spécialement de l'astronomie, etc. Donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais, qui était un éveil assez générique à la science, et c'est comme ça que j'ai monté Scientibox. Hein. Et du coup, je suis vraiment rentrée par cette approche où j'ai appris en faisant et je suis rentrée comme ça dans l'éducation et j'ai adoré. Hein, j'ai adoré avoir de l'impact, sentir que j'avais de l'impact, apprendre tout le temps. Donc voilà. Et Scientibox n'existe plus aujourd'hui? Non, j'ai arrêté. Alors, globalement, je pourrais dire que la boîte a fini par c'était un échec en fait. J'ai eu un succès d'estime. Hein. Donc, j'avais des abonnés qui, même au bout de 20 box, me disaient mais non, on est trop triste, etc. Mais j'en avais vraiment pas assez. Hein. Ouais. Et donc, mon autre phrase favorite, c'est que j'ai fait un pivot en passant de Scientibox à Startup for Kids. C'est la façon élégante de dire que le projet n'a pas marché. Mais c'était super. Enfin, j'ai appris énormément de choses. C'est un projet que j'ai adoré. Et en même temps, c'est certainement le cheminement par lequel tu devais passer pour arriver à Startup for Kids. Ouais, ben totalement en fait, parce que j'ai un peu cumulé les difficultés sur Scientibox. La production, j'y connaissais rien. La science, du coup, j'avais pas un background très solide. L'éducation, je connaissais pas du tout le milieu. Hein. Donc après, c'était super parce que j'ai appris à m'entourer. On faisait un magazine conséquent tous les mois, 32 pages, plus des expériences, etc. Donc j'ai appris à m'entourer, j'ai rencontré plein de gens de l'éducation, j'ai rencontré plein de scientifiques, de chercheurs. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'écosystème et du coup Startup for Kids, bah oui, j'avais déjà des bases assez solides, un bon réseau pour lancer le projet. Et tu n'avais pas peur de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Pas vraiment. Alors, faut dire ce qui est. En France, on est un peu privilégié puisque quand on quitte ces entreprises, ben, on a Pôle Emploi qui est le premier financeur des startups en France. Alors, on va dire que c'est à double tranchant parce que du coup, on est dans une situation un peu confortable. Et j'ai un petit défaut qui est que je me projette assez peu dans l'avenir en fait. Donc, quand j'ai une envie, j'y vais. Et j'ai peut-être instinctivement un petit côté où je mesure le risque que je prends. Donc, en gros, je me dis, je peux y aller, je peux pas y aller. Si j'y vais et ça se plante, au pire, qu'est-ce qui se passe? Hein. Donc, j'essaye de pas dépasser cette limite du au pire quoi, qui est un peu ma devise dans la vie, en fait. T'as bien raison. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste Startup for Kids? Alors, Startup for Kids, l'ambition, c'est vraiment de préparer les jeunes au monde de demain. Sachant que pour moi, il y a deux challenges qui se posent à eux. Enfin, pour moi, de façon assez universelle, je pense qu'on peut le dire. Ça a été l'émergence du numérique. Alors, je dis émergence parce que même si aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nos vies, mais souvent, les jeunes ont des parents qui connaissent pas nécessairement le numérique. Et du coup, on se trompe un peu sur la connaissance des jeunes par rapport au numérique. Je déteste l'expression digital native, par exemple, parce que en gros, oui, ils sont utilisateurs, mais ils sont pas utilisateurs avertis. Ils savent pas pourquoi, ils savent pas dans quelle mesure. Ils ont toujours une envie d'aller plus loin pour ceux qui connaissent, plutôt que de réfléchir au pourquoi et au sens.
Et comme j'aime bien dire aux parents, eux, ils savaient tourner les pages d'un livre, c'est pas pour ça qu'ils étaient Zola, et les enfants, ils savent naviguer sur leur iPad, c'est pas pour ça qu'ils sont Zuckerberg. Ouais, le deuxième défi, évidemment, c'est l'enjeu écologique. Et du coup, c'est vrai que ça impacte beaucoup ce qu'on fait. On a toujours été dans le tech for good. On travaille beaucoup en projet avec les jeunes. Donc, on a toujours travaillé sur des projets à impact. Enfin, on les a fait travailler sur des projets à impact, réfléchir, se projeter. Et de plus en plus, en fait, on va vers réfléchir à l'usage qu'ils font de la tech. Donc, c'est pas la high tech pour la high tech. C'est plutôt est-ce que j'utilise la bonne technologie? J'aime bien la right tech. Donc un mix de high tech, low tech ou pas de tech. C'est vraiment réfléchir à un projet pour changer le monde, en tout cas le rendre meilleur, et puis voir à quel endroit je peux avoir besoin de technologie parce que c'est pas nécessaire partout tout le temps, et avoir plus un esprit critique par rapport à ces usages et à l'impact de ce qu'on fait. Et concrètement, si un jeune a envie de participer aux initiatives Startup for Kids, comment il peut faire? Alors, on propose plein de formats en fait au fil de l'année. Donc, je dirais que la première étape, c'est de s'inscrire sur nos newsletters, parce qu'on ne fait pas des ateliers hebdomadaires auxquels on peut participer une fois de temps en temps. Donc, on a vraiment différents programmes. Un de nos gros programmes qui regroupe quelque part l'ensemble des compétences qu'on peut avoir, c'est un programme qui s'appelle Changemaker. Changemaker, c'est un programme qui est destiné aux filles de 12 à 18 ans. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire monter un projet de A à Z. Donc, elles vont d'abord réfléchir à la thématique, sachant qu'on donne évidemment un cadre. Ça va être des thématiques autour de l'écologie, le handicap ou l'égalité de genre. Après, si elles veulent faire autre chose à impact, c'est évidemment ouvert. Et elles vont suivre tout un processus où on fait intervenir des personnes qui sont expertes du sujet pour leur donner une base. Elles vont après réfléchir sur la base de design thinking à quel projet elles pourraient faire, quels problèmes elles règlent de façon précise. Et elles sont accompagnées de bout en bout par des experts, des professionnels. Elles ont une équipe de développeurs qui les aide à monter le projet. Et elles vont jusqu'à réfléchir au plan de lancement, etc. Et on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est vraiment des rendez-vous sur toute l'année. Et après, on a plein de formats ponctuels, des événements, etc. Et là, on lance une application qu'on va pouvoir démarrer en bêta-test fin octobre. Et donc là, on aura accès à beaucoup de pratiques, d'ateliers, de connaissances des métiers, etc. Donc voilà, on a hâte de lancer l'application puisque l'idée c'est que l'application on peut l'utiliser ou seul en stand-alone et faire des parcours d'apprentissage sur différentes thématiques. L'idée c'est que c'est vraiment très engageant, c'est vraiment des ateliers qui font. On a essayé de transposer nos ateliers au format numérique. Il y a aussi de la vidéo pour connaître les métiers des différentes thématiques parce que c'est parfois difficile de se projeter justement sur l'avenir. Donc sur un parcours, sur un thème, on va mixer ateliers, vidéos, quiz, etc. Et on essaie de les mixer avec nos formats en présentiel. Donc si tu viens à un événement et que tu fais l'atelier qui est le miroir de celui qui est en ligne, et ben, tu vas valider ton atelier de la même façon que si tu étais sur l'application. C'est super. Parce qu'on entend souvent autour de l'éveil au numérique pour les jeunes que cela passe par un apprentissage de la programmation informatique ou robotique. Qu'est-ce que ça englobe de plus ou différemment, votre approche? Je dirais que la différence, c'est vraiment de réfléchir à l'usage que tu veux faire. On part du sens, en fait, pour arriver à l'outil. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse faire des ateliers sur différents outils, mais c'est plus un moyen qu'une fin. Après, là où c'est particulièrement intéressant, le code ou la robotique, etc., c'est que tu rentres dans une logique. Mais pour moi, c'est plus facile de rentrer dans cette logique par le sens, en comprenant, surtout si c'est toi qui as créé le sens, c'est toi qui as imaginé ton projet. Donc c'est plus facile comme porte d'entrée, c'est plus motivant surtout que de rentrer par l'autre côté qui est directement j'apprends à coder. Non, t'apprends pas à coder, en fait, tu veux monter un projet et tu utilises le code pour ton projet.
Et qu'est-ce que tu penses de la surexposition des jeunes aux écrans? Alors, bon, déjà, il y a 12 000 études sur le Ouais. sujet, donc on peut toujours s'y référer avec des temps d'utilisation, etc. Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu la même problématique que laisser son enfant devant des vidéos sans les surveiller et les coller le samedi matin ou le dimanche matin devant YouTube ou je ne sais quelle émission. Ça va être plutôt l'enjeu de ce qu'ils font, de comment je les éveille au sujet, comment je... Voilà, après les réseaux sociaux, bah, pas les mettre trop tôt dessus, leur expliquer les enjeux et l'addiction que ça peut provoquer. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'éducation et c'est en ça que je te disais avant que le problème, c'est surtout que beaucoup de parents ne connaissent Mm. pas les enjeux, les réseaux sociaux. Alors, ils vont être un peu sur Facebook, mais l'adolescence, c'est vraiment une phase, la phase difficile à passer, je veux dire. Après, tu as des délais à respecter, des temps d'accompagnement de tes enfants, à quel âge tu les autorises, tu leur autorises, quelle durée. Mais l'adolescence et quand ils commencent vraiment à être en relation avec leurs amis, c'est là qu'il faut les accompagner sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le temps que tu peux y passer, être très explicite sur les risques, l'addiction que ça peut Ouais. proposer, être accro au like ou accro à l'image que tu peux projeter de toi sur les réseaux. Donc c'est pas tant le temps d'écran qui est problématique ou la surexposition, c'est peut-être la méconnaissance, le manque d'éducation. Mais après, j'ai bien conscience que c'est un enjeu complexe. Donc voilà, on essaye aussi de montrer aux gamins que le temps d'écran, on peut l'utiliser à des fins autres que juste se prendre en photo sur C'est Instagram clair. en projetant une vie qui n'est pas sa Ouais, vie. ouais. Et vous sensibilisez beaucoup sur l'addiction aux jeux vidéo, Alors, à l'utilisation? pardon. Alors sur l'addiction de façon générale, oui, on fait quelques ateliers systématiquement sur nos événements, sur le lien aux jeux vidéo, mais à la fois pour aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc. Parce que tout a des vertus, hein, c'est vrai que ça intéresse particulièrement les parents quand on voit que c'est une problématique forte parce que quand on fait des conférences sur ces thématiques, on a vraiment beaucoup de parents qui y participent, donc on sent cet enjeu et cette nécessité. Ouais. Voilà. Et tu as des conseils à donner aux parents qui, justement, sont effrayés par cette potentielle addiction aux écrans de leurs jeunes? Bon, je dirais que c'est l'éducation exactement comme on peut la faire sur d'autres sujets, donc vraiment limiter dès le plus jeune âge l'utilisation de l'écran, donner un cadre en fait de bien structurer, et que cette norme elle soit normale. Après, je dis ça, hein, je vois bien dans mon entourage l'enjeu à l'adolescence justement limiter le temps d'écran, mais j'ai envie de dire que tant que ça impacte pas cette période-là sur la Mmh. sociabilisation, sur les notes, etc. C'est pas grave. C'est à partir du moment où effectivement ça commence à devenir, ils viennent pas à table quand on les Mmh. appelle parce qu'il faut absolument qu'ils finissent la partie. Ils ont moins de relations avec leurs parents, ils sortent moins avec les copains. Voilà, il faut faire en sorte de pas en arriver là parce qu'une fois qu'on arrive là, c'est encore plus compliqué à gérer. Donc, c'est donner des cadres tout de Ouais. suite, en fait, que ce soit la Mmh. norme. Tu as parlé aussi du volet écologique de ton Ouais. initiative. Comment est-ce que ça se concrétise dans ce que vous transmettez aux jeunes? Ça se concrétise par les thématiques qu'on leur propose, hein, par les intervenants qu'on fait venir, hein. Donc après, c'est toujours l'équilibre à trouver sur l'écologie parce que c'est un sujet stressant et que j'ai pas envie de les plonger dans une éco-anxiété majeure. Donc on essaye de multiplier en fait les enjeux, on transforme nos ateliers pour qu'ils parlent de plus en plus d'écologie. Donc c'est plus de la sensibilisation et essayer de les faire s'engager, mais en essayant de pas aller trop loin parce que ils sont déjà assez Mmh. stressés. Et moi, ce que j'ai pu constater, déjà à titre personnel, c'est que quelque part, plus on est engagé sur les sujets, plus on est partie prenante, et moins c'est Ouais. stressant quelque part.
parce qu'on n'est pas désarmé à se dire ok ça m'arrive, ça me tombe sur le sur le coin du nez, je sais pas comment gérer. En fait, on se sent plus acteur de son Mm, futur, hein, et dans l'action réside quelque part le bien-être, hein. c'est vrai. Et est-ce que tu as observé des bienfaits particuliers de ton initiative sur les jeunes qui ont participé à des événements Startup for Kids? Ouais, carrément. Alors évidemment, c'est très différent entre les jeunes qui ont participé à un événement ponctuel, des ateliers, et ces projets-là. Le but, c'est juste de semer une graine. Mais ouais, on a des retours, que ce soit des parents ou des participants, très positifs, qui découvrent ou des pratiques, ou des solutions, ou des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Et sur les programmes plus longs, qui peuvent être d'une semaine à toute l'année scolaire, c'est carrément transformant. Enfin, les filles qui démarrent le programme, au bout d'un an, c'est pas les Mm, mêmes. Elles ont acquis énormément de maturité, d'esprit critique. Elles savent travailler en équipe, elles savent monter un projet, elles ont une aisance à l'oral qu'elles n'avaient pas au début de l'année. Enfin, ouais, c'est très mm. transformant. Et vous travaillez avec le milieu scolaire? On fait venir des écoles, on communique avec les écoles, on a beaucoup d'enseignants qui sont autour du projet quelque part. On travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, donc voilà, notre priorité c'est pas de rentrer dans l'école, c'est de Mm, rester entre guillemets à côté, hein. On a déjà fait des interventions dans des lycées, hein. Je trouve qu'on n'a pas du tout ce même engagement. En fait, les sortir de leur mm, cadre habituel, c'est vraiment un oui. plus, hein. Et en plus, du coup, ils rencontrent de nouvelles personnes, je suppose. Les jeunes, ils sont mélangés avec d'autres. Ouais, alors ça c'est un sujet marrant. J'ai eu souvent la question. On essaye au maximum d'intervenir auprès de tous les publics, y compris le public, on va dire défavorisé ou plus loin de ces enjeux, hein. Et on a pu me faire la remarque, pourquoi tu ne t'adresses pas que à ces publics, hein. Et bah, la réponse, elle est bête, qui est que effectivement, quelqu'un qui a grandi dans un quartier difficile, donc qui n'a pas nécessairement de repères positifs autour de lui, bah, le faire découvrir des lieux inspirants, partager avec des jeunes qui vivent d'autres choses, bah, c'est hyper motivant. Et Mm, dans l'autre sens, faire prendre conscience aux gamins entre guillemets privilégiés que tout le monde ne vit pas comme eux, bah, c'est à la fois une source d'inspiration, de relativiser, réaliser sa chance, et avoir des équipes mixtes dans tous les sens, donc filles-garçons sur les autres programmes que Changemaker, ou diversifier en typologie de population, mais c'est hyper riche oui. pour les projets. Et je sais que c'est très important pour toi, le sujet des femmes dans le numérique. Et je pense que ça a inspiré le programme dont tu parles pour, euh, pour les femmes, justement, dont tu as parlé tout à l'heure. J'aimerais bien que tu nous dises pourquoi c'est un combat essentiel pour toi. Bah, pour moi déjà ça rentre dans l'écologie, parce que l'écologie c'est pas que la nature, etc. C'est aussi l'égalité entre les humains, pour pas dire les hommes, hein. Donc pour moi ça en fait partie, faire évoluer, donner accès finalement aux femmes à tous les métiers, à toutes les situations professionnelles, de leur donner confiance, mais c'est essentiel pour la progression dans l'entreprise. L'éducation des femmes, c'est un enjeu. Alors nous, on n'intervient pas sur le sujet, mais c'est un enjeu dans les pays en voie de développement. Voilà, donc partout, il faut œuvrer pour l'égalité de genre, hein, c'est essentiel. Et pour revenir sur le programme Changemaker, on a pu me demander aussi pourquoi on faisait un programme en non-mixité. Déjà, c'est une toute petite partie de nos programmes, hein, puisque c'est une cinquantaine de filles, alors qu'on voit plusieurs milliers de jeunes par an. Et de fait, on a constaté sur d'autres programmes bah, que les filles avaient moins tendance à prendre la parole, qu'elles étaient moins lead sur les projets, hein. Bah, parce que sociologiquement, ça s'est fait comme ça, dans l'école, ça se passe comme ça, etc., pour des raisons diverses et variées, hein. Et sur Changemaker, on peut aborder des sujets plus sensibles comme le harcèlement, etc. Donc avoir cette zone en fait à la fois d'expression, d'enjeu, et à la fois où c'est elles qui prennent confiance en elles
pour derrière plus facilement avoir du leadership quelque part. Voilà, avoir cet espace en fait en non-mixité, c'est aussi enrichissant pour elle. C'est certain. Et moi qui ai déjà participé à l'un de vos événements, j'avais remarqué que les événements étaient gratuits. Et donc, je te pose une question pour l'entrepreneur que tu es. Comment est-ce que tu fais pour Ouais. financer tes activités quand il y a notamment cette dimension de gratuité? Ouais, et ben on travaille en partenariat avec soit des territoires quand on va en région, soit avec des diverses institutions et des entreprises. Et les entreprises partenaires, on les engage toujours dans les programmes. Donc l'idée, c'est que les collaborateurs Mm. viennent, interviennent, animent, présentent leur métier, etc. Donc ça a une double vertu qui est financement évidemment et du contenu, de l'apport de contenu. Pour les jeunes, en plus, ça leur permet de découvrir les métiers. Donc voilà, c'est intéressant, sachant qu'on a une pluralité d'intervenants puisqu'on va faire intervenir les collaborateurs de nos sponsors qui sont plutôt des entreprises, au moins des ETI et des grands groupes. Et après, on fait intervenir, pour le coup, plein de start-upers, des gens qui travaillent dans des associations ou des influenceurs, etc. Donc, on essaie d'avoir vraiment une typologie d'intervenants Ouais. extrêmement variée. Moi, tu dois être fier du succès que c'est aujourd'hui, parce qu'en plus, si je me trompe pas, tu as quand même une petite équipe derrière toi. Ouais, on est une dizaine maintenant. Fier, ouais, je suis pas tant de la taille de l'équipe ou du succès, c'est presque des succès individuels que j'adore. J'avais été marqué à Lille, on a une ado qui avec son équipe a gagné le hackathon. Elle est montée sur scène devant plusieurs centaines de jeunes. Elle a dit, je suis trop fière, c'est la première fois que je suis première à quelque chose, mes parents, ils vont être trop fiers. Voilà, ça fait plaisir. On a eu un projet avec des jeunes en situation de handicap. Pareil, on les voit monter des projets super quali à la fin de la journée. C'est des handicaps, des retards mentaux. Donc, être hyper fier de présenter, on était tous au bord des larmes. Et pareil pour le programme Changemaker, les filles l'année dernière, elles ont pitché à Vivatech. Elles étaient sur une grande scène centrale, hyper impressionnante, avec des caméras tout autour d'elles. Donc c'était un ring, donc c'est en plus hyper difficile comme structure. Et la régie, ils étaient entre eux en train de parler en disant non, mais il faut qu'on appelle les start-upers. Elles sont trop fortes, franchement, elles sont vachement mieux que les start-upers qui ont pitché avant. Donc voilà, c'est plus que le volume quelque part, c'est les petites victoires individuelles qui m'apportent énormément de satisfaction, les messages qu'on reçoit des parents, enfin bon voilà, c'est ce genre de choses qui me motive à continuer, recommencer, aller plus loin. Et tu as parlé tout à l'heure de la collaboration que vous avez avec le ministère de l'Éducation nationale. Comment est-ce que se passe ce partenariat? Parce que j'ai souvent entendu dire dans le monde associatif qu'il était très compliqué de travailler avec, avec l'éducation nationale et le milieu scolaire qui est souvent en France assez cloisonné. Comment est-ce que toi tu as vécu Ouais. tout ça? Alors le début a été très 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 difficile, je vais pas mentir. Hein. On a mis beaucoup de temps à se faire accepter quelque part. Et au bout de quelques mois à essayer d'arriver à quelque chose, en fait, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit c'est pas grave, on fait nos trucs sans le ministère. On avait déjà des classes qui venaient, des enseignants qui venaient de l'école publique. Donc en fait, je me suis dit je vais pas m'embêter, c'est trop compliqué, j'aime pas, c'est que ça doit pas se faire. Et après, j'ai eu dans mon réseau finalement, puisque je fréquentais beaucoup les associations de l'éducation, etc. Donc j'ai commencé à connaître les gens en individuel, en one-to-one finalement du ministère et en particulier les gens qui travaillent sur le numérique. Et en fait, on tisse des relations, on leur propose de la valeur ajoutée. Donc petit à petit, on a des interlocuteurs qui vont relayer ce qu'on fait auprès des écoles parce qu'ils y voient une valeur.
Donc c'est un travail, je vais dire que c'est du travail de long terme, c'est vraiment avoir des relations pour gagner leur confiance, hein. Et ce que je trouve parfaitement normal, hein, quelque part, puisqu'ils ont la responsabilité de tellement de jeunes et un impact majeur sur la société que voilà, c'est normal. Et après, depuis quelques années, il y a quand même vraiment une ouverture aux projets extérieurs, hein. Il y a beaucoup d'appels à projets, il y a beaucoup les rectorats de plus en plus travaillent aussi avec des structures, soit des associations ou des entreprises. Donc l'idée c'est que ce soit en cohérence, qu'on quelque part rentre dans les critères de ce qu'ils cherchent. Donc voilà, mais oui, ça reste compliqué. C'est des écosystèmes qui sont pas simples. Voilà, il faut le travailler comme faut faire absolument preuve tout de ce qu'on patience. fait. Donc ouais, mais avec les entreprises, les grandes entreprises aussi, c'est compliqué. Donc tu mets du temps à trouver les bons interlocuteurs, nouer des partenariats, signer des contrats. Finalement, ils sont pas non plus sur le même rythme qu'une start-up, hein. Donc le plus facile quelque part, c'est avec les entreprises de taille moyenne, hein, où tu as assez vite affaire aux décideurs, hein. Mais sinon, tout demande évidemment du travail, de la patience, de nouer des liens. Et t'as jamais été parfois tenté de baisser les bras dans cette aventure qui, on le sait, pour les entrepreneurs est souvent éreintante. Et je me demandais dans ta vie d'entrepreneur si ça t'avait déjà traversé l'esprit. Si, bien sûr. Le pire, ça a été le Covid, hein, puisqu'on faisait du pur événementiel. Donc, j'avoue que, en plus, j'ai eu le Covid au tout début. Donc, au début du premier confinement, j'étais malade. Et là, je me suis dit non, mais en fait, ça va pas le faire. Sous qu'on nous a dit, vous êtes confinés pour 15 jours. J'étais là, mais ça n'a aucun sens. Enfin, on est malade 15 jours. Après, il y a la période, enfin, avant, il y a la période d'incubation. Donc c'est au moins 6 semaines. Enfin, ils nous ont dit 15 jours, mais en fait, c'était pour qu'on Ouais. monte pas debout sur la table à dire que ça allait pas. Enfin, les calculs, c'était évidemment qu'on s'arrêtait 6 semaines. Évidemment que après, les gens allaient pas recommencer à des événements tout de suite. Enfin, donc je voyais bien l'histoire qui allait durer. Bon, j'avais pas anticipé que ce serait 2 ans, mais je voyais bien au moins 6 mois. Je me suis dit mais on va faire quoi? Enfin, comment je paye mes salariés? Il y a du chômage partiel, mais les charges fixes, elles restent toujours là. En plus, si je mets tout le monde en chômage partiel, ça veut dire que tout s'arrête, qu'on ne fait plus rien, qu'on n'a plus de présence, il faut tout reconstruire derrière. Donc, j'avoue que ça a été une période très, très, très difficile. J'ai eu de la chance, c'est une période où, juste avant le Covid, c'était mon pic de trésorerie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'était le cas. Donc j'ai jonglé entre mes collaborateurs qui étaient là à temps partiel, la trésor, mais ouais, on est sorti, c'était très 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 dur et on paye encore les décalages qu'on a pu avoir, hein. Il y a un événement, on l'a monté 4 fois parce qu'à chaque fois il était annulé, reprogrammé, etc. Le partenaire avec qui on le faisait, qui était un territoire, n'a pas du tout allongé la somme, donc on a perdu je sais pas, j'ai envie de dire 50 000 euros sur le projet, hein. Donc, et puis tu peux pas abandonner et dire bah non, je le fais pas parce que c'est un partenaire de long terme, tu t'es engagé. Enfin, c'est un truc que je concevais pas de toute façon. Donc bref, oui, il y a eu des moments évidemment où tu as envie de baisser les bras. Après, tu as la moitié de l'équipe en burn-out parce que réorganiser 4 fois le même événement, et ben forcément pour le moral c'est un peu hard. Donc ouais, des partenaires qui te payent au bout de 6 mois, du coup t'as des galères de trésor. Enfin, en fait, la vie d'entrepreneur, de toute façon, c'est vraiment, tu te lèves le matin, t'as une bonne nouvelle, t'es en top, 2 heures après, on te plante, ou t'as 3 personnes de l'équipe qui sont malades en même temps. En fait, ta vie c'est du up and down. Après, quelque part j'ai de la chance parce que d'abord j'ai un mari qui est un rock, donc il est toujours là, solide, il me rassure, il m'aide, il me comprend. J'ai de la chance aussi parce que j'ai 50 ans, que financièrement j'ai quand même déjà construit une bonne partie de ma vie. J'ai payé mon appart, enfin
Donc il y a des stress que je n'ai plus, hein. Mes enfants sont relativement grands. Donc voilà, il y a plein de contraintes que j'ai plus. J'ai quand même beaucoup de chance dans ce contexte, hein. Et quelque part, j'ai envie de dire que les deux meilleures périodes pour entreprendre, bah, c'est quand tu sors de Ouais. l'école où t'as pas encore de charges financières et quand tu as un peu d'argent de côté et que tu peux de Mm. nouveau recommencer, hein. Après, je pense qu'il y a plein de Mais périodes dans oui. sa vie où on peut se lancer et ça Mm. dépend vraiment de ton contexte, hein. Par contre, je pense qu'il faut vraiment se connaître, hein, et savoir ce qui est important pour soi. Donc avoir vraiment un regard quelque part extérieur Mm. de ses qualités, de ses Ouais. faiblesses, parce qu'on en a tous, hein. Euh, En particulier, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un cadre, d'une structure. Ben, quand tu es entrepreneur, ton cadre et ta structure, c'est toi. Donc, Mm. faut avoir une self-motivation. Il y en a qui ont besoin d'avoir leur salaire tous les mois parce que sinon, ça les angoisse. Donc voilà, à la fois, j'en ai moins besoin aujourd'hui et à la fois, de toute Ouais. façon, c'est pas un truc Mm. qui m'angoisse en l'occurrence. Ça l'a jamais été. Donc voilà, et je suis assez du genre, bah, comme j'ai pu te le dire, à me jeter à l'eau en me donnant un cadre de risque. Ouais. Bah, c'est Donc génial. Mais merci voilà. beaucoup pour ce partage sincère et transparent. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Et comme tu l'as si bien dit, j'invite tous nos auditeurs à s'inscrire à ta newsletter pour suivre toutes tes activités parce que c'est génial ce que vous faites. Bah, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité et donné la parole. C'était super agréable comme Eh ben, échange. c'était un plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.